Salut tout le monde, 45e Octogone, on a deux informations capitales pour l'affiche, une qui fera l'objet d'un focus séparé et une qui fait donc l'ouverture de cet octogone, bien entendu l'assassinat du chef du Hamas, même si cette notion même de chef est très très discutable, débattable. Bien sûr c'était un exécutif important du mouvement et de l'organisation, mais en réalité les choses sont de plus en plus compliquées et on va y revenir. En fait c'est pas tant l'assassinat en soi que son implication des deux côtés, c'est-à-dire d'une part le fait qu'il démontre entièrement depuis le début qu'il y avait bien une faction en Israël qui était complètement favorable à des assassinats ciblés type Munich et qui était donc défavorable à des représailles sur la totalité de Gaza, que ce plan était réalisable, il était même réalisable extrêmement vite puisque les circonstances même de l'assassinat démontrent qu'en fait le Mossad avait sa cible dans la main pendant des mois et pouvait décider de l'exécuter pendant des mois. On voit vraiment que cette actualité révèle un bras de fer essentiel et secret dont je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines, au sein même de l'État israélien, à savoir d'un côté quelqu'un vraiment d'extrême, Benjamin Netanyahou, dont la totalité de l'assise politique est basée sur le « je vous protège ». D'ailleurs, il faut se rappeler que déjà dans les années 90, il était arrivé au pouvoir par des attentats du Hamas. Déjà à l'époque, ça lui avait donné les 30 000 voix qui lui manquaient pour battre Rabin. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que la tension est la même. C'est-à-dire que aussi bien Sharon, qui était pourtant un cadre du Likoud, n'aurait jamais été favorable à une intervention dans Gaza. Aujourd'hui, c'est une défaite militaire et beaucoup d'analystes militaires, y compris israéliens, le confirment. Mais il y aurait un moyen d'en sortir, ce serait de dire, bah voilà, justice est faite, en particulier parce qu'on a tué les cadres du Hamas qui sont responsables des attentats du 7. Lesquels attentats du 7 aussi, on a maintenant les preuves par Haaretz, ont été très largement déformés dans leurs conséquences. Et puis, bien sûr, ce qui plane au-dessus de ces événements, c'est la fameuse directive Hannibal. Là aussi, c'est Haaretz, mais aussi le Jérusalem Post qui ont posé cette question, à savoir oui ou non l'armée israélienne a-t-elle reçu les ordres de tuer les otages plutôt que de les laisser tomber dans les mains ennemies. Ce qui est valable pour des soldats, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, de l'Octogone, mais pour des civils, c'est inacceptable. Des soldats dans le sens où ils ont signé, en quelque sorte, pour ça, même si c'est débattable pour des soldats aussi, hein, ça va de soi. Alors, voilà donc l'information dont on fait la couverture pour cet octogone et que je vais détailler. L'autre information, c'est le krach financier. Ça a commencé par donc les futurs sur le Nasdaq. On a quasiment 3 000 milliards de valeurs boursières qui ont été effacées dans le monde. Un des points cardinaux de ce phénomène a été la hausse des taux au Japon, mais on a d'autres phénomènes qui semblent prédire des crises. Et bien sûr, la hausse des taux au Japon, elle a été un moteur parce que, et on le détaillera dans la vidéo à part, elle permettait aux gens d'emprunter en yens et d'aller investir un peu partout. Quand il y a eu cette peur de la hausse des taux, eh bien les gens se sont mis à rembourser leurs prêts en yens, à déboucler leurs positions, et ça a créé des tensions un peu partout, y compris même des short squeeze parfois. Et bon, 3 000 milliards qui ont été effacés entre lundi et vendredi dans les bourses du monde entier. Et Warren Buffett qui liquide la moitié de ses Apple et qui aujourd'hui est en train de mettre les moutons à l'abri. Warren Buffett, s'il y a bien quelqu'un qui a vu un maximum de crises dans sa vie, c'est bien lui. Ça donc, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Maintenant donc, escalade avec l'Iran, assassinat du chef du Hamas. D'abord, on a des indicateurs très importants. Le fameux Pizza Index autour du Pentagone, c'est connu par les observateurs et même les services russes s'en servent. Quand vous avez les commandes de pizza et que les pubs autour du Pentagone sont vides, y compris les pubs gays, c'est très marrant, on voit les petits détails comme ça. Mais quand vous avez beaucoup de cafés, pubs ou autres qui sont vides, c'est souvent qu'une guerre se prépare. Et c'était parfaitement vrai pour l'Irak, c'était parfaitement vrai pour la Libye, c'était parfaitement vrai pour tout un tas d'autres guerres. Et quand vous avez des commandes de pizza en particulier, donc on se fait livrer directement au Pentagone, lequel possède d'ailleurs un Starbucks au centre, un peu comme les bureaux d'Apple, eh bien c'est qu'une guerre est imminente si on en croit les statistiques passées. Et là, c'est ce qu'on voit. Là, vraiment, ce Pizza Index a été sans appel. Donc, d'autre part, on a bien sûr toutes les alertes qui disent de quitter le Liban, donc les États-Unis, la Russie, d'autres pays ont déclaré à leurs ressortissants, le Royaume-Uni, qu'il fallait quitter le Liban au plus vite. Et enfin, le patron du Shin Bet est en train de préparer les bunkers à Jérusalem.
en vue de frappes de missiles. Vous avez des IL-76 et d'autres Ilyushin de plus gros tonnage encore, qui font des allers-retours, qui font des navettes entre la Russie et l'Iran. Ce ne sont que quelques heures, et qui sont en train de livrer des armes de haute technologie. Vladimir Poutine avait mis en garde. Vous avez notamment des brouilleurs qui ont été installés. Il y a très certainement des S-400 aussi qui sont déployés, et d'autres solutions. Vous avez vraisemblablement des cyberattaques en Israël avant les événements, et il se dit que l'Iran préparerait son attaque pour la fête juive de Tisha B'Av le 12 et 13 août. Ça, c'est ce qui, pour l'instant, se dit. Lindsey Graham, le sénateur américain, lui présente une résolution pour faire la guerre en Iran. Et voilà donc la situation. La guerre en Iran, bien sûr, c'est un truc dont Netanyahou rêve. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Netanyahou aurait voulu faire culminer tout ce qui s'est passé dans le remodelage du Grand Moyen-Orient après le 11 septembre par une attaque en Iran. Et ça lui a été refusé par Barack Obama, d'où ses très mauvaises relations avec lui. Aujourd'hui, derrière Blinken et Biden, vous avez l'ombre de Barack Obama, c'est quasiment certain. Et c'est peut-être Barack Obama, en tout cas ça c'est mon opinion, là je vous donne mon opinion personnelle. Je pense, parce qu'il y a une rumeur journalistique, enfin une affirmation, ce sont des agences de presse qui ont affirmé que Biden aurait dit à Netanyahou: arrêtez de nous bullshiter et arrêtez de nous prendre pour acquis, nous, les États-Unis d'Amérique. Jamais Biden n'aurait pu sortir une phrase pareille. Jamais. Surtout au téléphone où il n'a pas de prompteur. Donc pour moi, la personne qui peut dire une telle phrase à Netanyahou, c'est Barack Obama. Personne d'autre. Et ça irait dans le sens de ses positions, parce que Barack Obama était en effet complètement contre, et c'était une de ses plateformes électorales en 2008, complètement contre la guerre en Iran, contrairement à John McCain. Benjamin Netanyahou, son assise politique vient du fait qu'il est bien plus influent auprès des conservateurs, auprès de la droite américaine, parce que c'est ce sont des liens qu'avait cultivé son père. Donc en quelque sorte, il y a une dynastie, un héritage familial chez les Netanyahou, de récupérer ces liens particuliers, ces liens privilégiés avec la droite. Et ce sont ces liens qui permettent à Netanyahou de rester en politique, alors qu'il aurait dû être jarté, mais 1000 fois. Il faut voir par exemple que Sharon avait été mis en difficulté parce qu'il était co-responsable des massacres de Sabra et Shatila, avec ses alliés de l'époque, les phalangistes. Et bien entendu, Moshe Dayan, qui était pourtant un héros absolu de la guerre des 6 jours, c'est lui qui a conquis Jérusalem. Eh bien, Moshe Dayan, sa carrière politique avait été dégommée par la commission Agranat après la guerre du Kippour, où on avait pointé du doigt ses faiblesses et ses erreurs de jugement, mais aussi ses erreurs de préparation. Et puis ensuite, Menachem Begin, qui est le fondateur du Likoud, enfin la première grande figure du Likoud, était en conflit permanent avec Moshe Dayan, qui lui avait, contrairement à ce qu'on croit, il a vraiment une image de faucon, Moshe Dayan, parce que c'est la guerre des 6 jours et la guerre d'octobre. Mais en réalité, Moshe Dayan, politiquement, avait une approche beaucoup plus flexible vis-à-vis de la solution à 2 États, ce qui était évidemment inacceptable de la part du Likoud, donc de Menachem Begin. Et il avait une approche même beaucoup plus conciliante, notamment avec l'OLP, le Fatah, et pourtant l'OLP à l'époque, c'était pas des tendres, hein, c'était pas l'OLP de maintenant, enfin le Fatah de maintenant. Donc ça, ce sont des points extrêmement importants. Je ferai aussi une vidéo sur les BRICS en général qui deviennent une superpuissance diplomatique, la Chine qui est parvenue à faire signer toutes les factions palestiniennes, loyalement, on m'a bien demandé de le souligner, l'Algérie y était parvenue avant, sauf que c'était avant le 7 octobre, et que la signature commune de toutes les factions palestiniennes qui se détestent et qui sont en conflit permanent, et dont peut-être la seule figure qui aurait pu trouver un consensus parmi elles était Marwan Barghouti, qui est en prison aujourd'hui. Eh bien, le fait que ça a été signé en Algérie avant le 7 a montré que c'était pas suffisamment puissant comme résolution post-7 octobre. Mais la Chine, elle y est parvenue après le 7 octobre, alors que les factions étaient en guerre de facto. Parce qu'évidemment, à raison, le Fatah accusait le Hamas d'avoir mis la sécurité des Palestiniens en danger et d'avoir complètement, définitivement détruit la solution à 2 États. Et le Hamas accusait le Fatah d'être un parti collabo qui cherche la conciliation à tout prix au détriment des Palestiniens. Et ça, évidemment, c'était irréconciliable, même si une déclaration commune avait été signée en Algérie quelques années plus tôt. Par contre, le fait que la Chine l'ait fait signer, ça, j'en ferai une vidéo à part sur ma chaîne, c'est un marqueur
de la position diplomatique que les BRICS sont en train de développer aujourd'hui. Donc, les tensions augmentent, mais il y a 2 semaines, je vous ai dit, n'oubliez jamais que le parti de la paix des 2 côtés, aussi bien en Israël qu'en Iran, est discret et secret, alors que le parti de la guerre est vocal, affirmatif et visible, ce qui est un avantage pour le parti de la paix aujourd'hui. Ça n'empêche pas du tout les dérapages, mais c'est un avantage pour le parti de la paix. Aux États-Unis aussi, vous avez des gens qui veulent la paix et qui agissent dans l'ombre pour la paix, mais qui le font de façon très secrète. Et ça, c'est encore une opportunité. Mais vous avez un parti de la guerre dans tous les camps. Dans le camp iranien, bien sûr, dans le camp israélien, évidemment, il est représenté par Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir. Entre autres, hein, bien sûr, vous avez aussi des fonctionnaires plus secrets qui sont de ce parti. Mais on voit en Israël vraiment une faction militaire, laquelle d'ailleurs avait été... on avait fait évoquer quasiment la possibilité d'un coup d'État, parce que vous aviez eu le thème des viols dans les prisons israéliennes, qui avait mis des gens dans la rue. Une partie de la justice israélienne, bien sûr, voulait amener les violeurs devant la justice et les avait incarcérés. Vous avez eu une échauffourée, ils se sont retranchés. Vous avez eu des manifestants d'extrême droite qui ont dit qu'il fallait les libérer parce que ces violeurs étaient des héros. Vous imaginez le tableau. Et ça, il y a une partie de l'armée qui l'a pas du tout accepté, à savoir que l'exécutif israélien glisse dans une direction encore plus extrême vers la droite. Et surtout menace complètement et décisivement la sûreté de son pays. Parce que mon point là-dessus, c'est que quand Moshe Dayan a été viré de la politique, il n'avait même pas fait le 10e de ce que Netanyahou a fait. Même pas le 10e. À l'époque, il y avait une beaucoup plus grande pluralité politique en Israël. Entre le parti travailliste qui restait dominant et un jeune Likoud qui émergeait, et vous aviez vraiment une opposition et des échanges possibles. Avec, si vous voulez, les guerres qui s'étaient succédées, la guerre des 6 jours et la guerre du Kippour, avaient fait que le peuple israélien était dans une position où on ne pouvait pas juste lui vendre un chèque en blanc en mode « je vous protège ». Que juste dire « je vous protège » n'était pas suffisant pour avoir un chèque en blanc « je vais faire ce que je veux, je vais raser Gaza, détruire toutes les écoles, tous les hôpitaux », non. Or, aujourd'hui, Netanyahou parvient à avoir ce chèque en blanc, en particulier de la part des Israéliens de l'étranger, parce qu'il vend l'offre « je vous protège ». Et dans les années 70 en Israël, cette offre ne permettait pas d'avoir un chèque en blanc, alors qu'elle semblait être beaucoup plus logique. Mais aujourd'hui, cette offre permet d'avoir un chèque en blanc. Et le mélange de l'assise politique de Netanyahou, c'est ce mélange de « je vous protège » et « je suis le meilleur dans la relation israélo-américaine ». Ce qui est moitié un mythe, moitié vrai. L'AIPAC a les meilleures relations avec Netanyahou, avec personne d'autre dans l'appareil politique israélien. L'AIPAC a même mis des bâtons dans les roues à certains politiciens israéliens. Mais celui qui contrôle l'AIPAC de main de maître et qui a les meilleures relations avec eux, c'est clairement Netanyahou. Ensuite, Netanyahou vend toujours l'idée que personne d'autre que lui peut obtenir une standing ovation au Congrès, alors qu'il est sous le coup d'enquête de la Cour internationale de justice pour son État et de la Cour pénale internationale en nom propre. Donc ça, cette offre de valeur, c'est ce qui fait qu'il est encore en vie politiquement aujourd'hui, alors qu'il devrait être ou en tôle ou sous enquête, etc. Mais vous avez quand même, donc, en sous-main, des gens qui veulent freiner des cas de fer, même si parmi les gens côté iranien qui voulaient freiner, certains sont morts. Alors, je vous lis donc la dépêche. Ismaël Haniyeh a été tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien et l'Iran, qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Je tiens aussi à rappeler que pour l'instant, d'un point de vue militaire, un embrasement militaire pour l'Iran n'est pas du tout un objectif intelligent. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines sur les frappes sur le port au Yémen. C'est la guerre économique qui compte en réalité d'un point de vue purement stratégique. Et cette guerre économique est dévastatrice pour Israël aujourd'hui. On le voit, à commencer donc par un port qui avait fait faillite en Israël. Et aussi l'obligation pour l'État israélien de soutenir le shekel. Mais aujourd'hui, les startups israéliennes se cassent, elles se revendent ou se cassent, et aucune nouvelle ne se crée, l'activité est au plus bas. Les exportations d'Israël vont être dans le rouge, évidemment, au bilan des 12 mois flottants depuis le 7 octobre.
Donc aujourd'hui, l'Iran, qui a les moyens de créer des embargos de plus en plus violents contre Israël, n'aurait aucun intérêt à une escalade réellement militaire. Et c'est bien pour ça qu'elle avait fait juste une démonstration de force il y a 6 semaines, mais qu'aujourd'hui, elle annonce qu'elle voudrait faire plus, ce qui servirait totalement la soupe à Netanyahou. S'il y a bien une chose que Netanyahou veut, c'est que l'Iran l'attaque. Parce que Netanyahou, la totalité de sa carrière politique va de Pearl Harbor en Pearl Harbor. D'ailleurs, c'est lui qui utilise ce terme, Pearl Harbor. A commencé donc par les attentats du Hamas qui lui ont permis d'arriver au pouvoir dans sa première mandature. Donc Netanyahou rêverait se faire attaquer par l'Iran. Et c'est aussi pour ça, bien sûr, qu'il a massé des troupes au sud Liban, mais là aussi, la dernière fois que les troupes israéliennes ont tenu derrière le Litani, ça remonte aux années 80. Et aujourd'hui, le Hezbollah est beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux entraîné, a le soutien en termes de renseignements satellitaires, notamment des Russes, et l'Iran lui-même a le soutien des Russes. Ce serait du suicide complet. Ce serait du suicide complet d'embarquer Israël dans une attaque du Liban. Une solution idéale de sortie de crise pour Israël, ce serait de dire justice est faite. On a tué le chef du Hamas, ça y est, un peu comme les Américains ont fait avec le truc Ben Laden, est-ce qu'ils l'ont vraiment buté ou pas, est-ce qu'il est mort à ce moment-là ou pas. Bon, ça c'est tellement facile à mettre en scène que dans tous les cas, le mot-clé politique c'était justice est faite. C'est ce qu'avait dit Barack Obama. Et c'était sa façon de désescalader la situation en Afghanistan en vue d'un retrait qu'il a mené sous Biden, quoi, concrètement, en sous-main. Donc, il y aurait une possibilité de désescalader pour Israël, avec la Chine qui a déjà proposé de reconstruire Gaza. Donc là encore, hein, l'influence des BRICS, je ne pense pas une seule seconde que Israël laisserait la Chine reconstruire Gaza, mais en tout cas, la Chine s'est positionnée. Bien sûr, en soulignant qu'elle était favorable, toujours, à la solution à 2 États, ce qui, du point de vue même de l'agenda de Netanyahou, est une énorme défaite diplomatique. Donc, Ismaël Haniyeh a été tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël. Ok, cet assassinat ainsi qu'une frappe israélienne qui a tué mardi le chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, près de Beyrouth, font redouter une contagion de la guerre qui fait rage depuis bientôt 10 mois dans la bande de Gaza entre Israël, l'ennemi juré de l'Iran, et le Hamas soutenu par Téhéran. Le Hamas n'était pas soutenu par Téhéran avant le 7 octobre, il faut quand même le souligner. Et tout porte à penser encore aujourd'hui que l'Iran n'a pas été prévenu des attentats du 7. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré mercredi soir qu'Israël avait porté des coups sévères à ses ennemis ces derniers jours, en mentionnant explicitement l'élimination de Fouad Chokr. Nous avons éliminé le bras droit de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui était directement responsable du massacre d'enfants, a-t-il déclaré à la télévision, évoquant la mort de 12 enfants et adolescents tués samedi par une frappe sur la partie du Golan syrien occupée et annexée par Israël. Je rappelle donc que le Hezbollah n'a pas revendiqué cette frappe, que certains disent que ce serait un missile du dôme de fer. En tout cas, ce sont 12 enfants druzes qui ont été tués pendant un entraînement de football. Et leur religion a toute une importance parce qu'elle permet aux uns de dire que si c'est bien un missile du dôme de fer, eh bien ça ne touche pas tant Netanyahou qui s'en fout des Druzes, et si c'est bien le Hezbollah, ça ne le touche pas non plus qui s'en foutrait des Druzes aussi. Donc chacun se renvoie la balle pendant que 12 enfants sont morts en effet. Après l'assassinat à 61 ans d'Ismaël Haniyeh qui vivait en exil au Qatar, les responsables iraniens ont unanimement désigné Israël menaçant d'un châtiment sévère par le guide suprême Ali Khamenei. Alors là aussi, ça prouve encore une fois que le Mossad avait complètement la main sur la possibilité d'assassiner Ismaël Haniyeh quand il le voulait. Et que c'est très très vraisemblablement Netanyahou qui se le gardait sous le coude. Parce que le Mossad, c'est aussi un peu un État dans l'État. Il est bien sûr, il exécute les ordres du Premier ministre israélien, mais dans certaines situations, il peut freiner des cas de fer, au point que Netanyahou avait dû faire une purge au Mossad. C'est pas que en Israël que quand vous avez un nouveau chef d'État ou un nouveau Premier ministre qui arrive au pouvoir, il fait une purge dans les services. Sarkozy l'avait fait, Hollande l'avait fait, notamment en purgeant Scarsini, qui était la main de Sarkozy, et en lui collant des affaires au basque. Chacun fait ça. Et donc c'est pas une situation d'avenir que de faire partie des services quand vous avez un changement de pouvoir politique. Netanyahou avait mis Yossi Cohen, qui était complètement à sa disposition et aligné sur lui. Mais aujourd'hui, le Mossad est un peu plus compliqué à contrôler pour Netanyahou et ça se voit. Autant donc, le Mossad aurait pu aller dans la direction narrative de dire on fait comme à Munich, il y a eu des attentats,
on tue des chefs et on en amène d'autres devant notre justice et on fait comme donc ou à Munich ou les anciens nazis, quoi. Ça fait des beaux titres de presse, mais on rase pas Gaza. Pas parce que les mecs sont des gentils, mais parce qu'ils se rendent bien compte que c'était politiquement une énorme connerie de faire ça. Et que ça a complètement isolé Israël, que ça en a fait un État paria sur le plan diplomatique, à part avec les États-Unis, mais pas avec le Royaume-Uni, par exemple, hein, qui a déclaré que si un mandat d'arrêt était émis contre Netanyahou, il l'exécuterait. Donc c'est quand même très très grave la perte de prestige diplomatique d'Israël en même pas 9 mois, enfin maintenant 10 mois. L'attaque ne restera pas sans réponse, a affirmé Moussa Abou Marzouk, un responsable du Hamas. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé mercredi des attaques de Beyrouth et Téhéran qui représentent une dangereuse escalade, a déclaré son porte-parole. Ismaël Haniyeh avait participé mardi à Téhéran à la cérémonie d'investiture du président réformateur iranien Massoud Pezeshkian, dont le pays est l'ennemi juré d'Israël et un allié du Hamas et du Hezbollah. Selon des médias iraniens, il se trouvait dans l'une des résidences spéciales pour les vétérans de guerre dans le nord de Téhéran lorsqu'il a été tué par un projectile aérien, vers 2h, heure locale. Mais selon une information du New York Times, le chef du Hamas aurait été tué par une bombe cachée depuis environ 2 mois dans la résidence où il séjournait. Cette version est aujourd'hui un peu battue en brèche. Je ne saurais pas vous dire laquelle est vraie. Il y a ces deux versions qui sont aujourd'hui dans les dépêches. Soit donc une frappe de drone, donc de munitions rôdeuses, soit donc une bombe cachée. Si c'est bien le cas de la bombe cachée, ça vous signifie encore plus qu'en réalité c'était politique et que Netanyahou se le gardait sous le coude. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé que les États-Unis n'avaient été ni mis au courant ni impliqués dans la mort d'Ismaël Haniyeh. Israël... Attendez... Israël a promis de détruire le Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et qu'il considère comme une organisation terroriste, de même que les États-Unis et l'Union européenne après l'attaque sans précédent menée par le mouvement palestinien sur le sol israélien. L'autorité palestinienne, la Chine, la Russie, la Turquie, la Jordanie, la Syrie, l'Irak et l'Algérie notamment ont condamné l'assassinat de Haniyeh, de même que les Houthis du Yémen, donc Ansar Allah, et le Hezbollah, deux mouvements qui font partie avec le Hamas de ce que l'Iran appelle l'axe de résistance contre Israël, et que Netanyahou a appelé l'axe du terrorisme, j'imagine, pas l'axe du mal, parce que ce terme n'est plus à la mode. Quelques centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi à Téhéran sur la place de la Palestine, agitant des drapeaux palestiniens et criant « Mort à Israël, mort à l'Amérique », selon des correspondants. Quelques centaines, c'est vraiment rien. En Jordanie, plus de 2000 personnes ont manifesté mercredi soir près de l'ambassade d'Israël à Amman pour protester contre l'assassinat de Haniyeh. L'attaque du 7 octobre menée par les commandos du Hamas dans le sud d'Israël, ça nous rappelle tout ça. Ok, donc voilà, si vous voulez, l'information importante pour cet octogone. Alors, derrière, vous avez Blinken qui nous sort que l'Iran serait capable de produire des matières fissiles en vue d'une bombe en 1 ou 2 semaines. Alors, ça fait 12 ans que l'Iran est à quelques semaines d'une bombe nucléaire. Et c'est pas complètement faux, il faut juste séparer le faux du très faux. Mais sur le plan technologique, il est exact que l'Iran, comme je vous l'avais expliqué, la partie compliquée dans la fabrication d'une arme atomique, c'est l'enrichissement de l'uranium. Ça, c'est vraiment la partie logistique qui est complexe. Et pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir le bon isotope dont la masse est très très légèrement différente, même pas 2%, et même pas 1%. Et cette masse, donc, nécessite, quand vous avez 1% de masse différente, vous avez besoin d'enrichir du minerai d'uranium une masse critique, il vous faut de grandes centrifugeuses qui tournent très vite, et ça se voit, ça se détecte. Alors, normalement, vous les faites avec un contrôle électronique, mais ça, la NSA et le Mossad l'avaient enrayé avec Stuxnet, qui était donc un verre développé conjointement par Israël et par les États-Unis. Et ça avait détruit les centrifugeuses iraniennes. Entre-temps, il y a toutes les raisons de penser que l'Iran a développé des centrifugeuses très low-tech, à l'ancienne donc, avec une impossibilité totale de les hacker et de les pénétrer par un verre pour les incapaciter. Donc il est vrai que l'Iran pourrait. Maintenant, il est tout aussi vrai que ça fait plus de 12 ans que Israël, enfin Netanyahou précisément, pas Israël, mais Netanyahou quand il est Premier ministre, donc en parlant au nom de son État, parce qu'il veut impérativement une guerre avec l'Iran,
Et on se rappelle donc de son discours aux Nations Unies. Il avait été ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, il connaît très bien le système des Nations Unies, où il avait présenté une grosse bombe dessinée avec des paliers en montrant bien que si on passait un certain palier, soi-disant, l'Iran serait nucléarisé en quelques semaines. C'était en 2012, on est en 2024. Donc il y a vraiment un côté bullshit. D'où d'ailleurs la phrase que, selon moi, Barack Obama a prononcée, selon l'AFP, Joe Biden. Le 22 juillet dernier, lors d'un forum sur la sécurité à Aspen, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré que l'Iran, en raison de la fin de l'accord nucléaire, au lieu d'être à au moins 1 an d'avoir la capacité de produire des matières fissiles pour une arme nucléaire, est maintenant probablement à 1 ou 2 semaines de pouvoir le faire. Il a cependant ajouté qu'ils n'ont pas développé une arme, ce qui prendrait nécessairement plus de temps. Mais c'est quelque chose que nous surveillons de très près, bien sûr. Ce que nous avons vu ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est l'Iran qui va de l'avant avec ce programme nucléaire, a encore déploré Anthony Blinken. Bon, ça pour moi c'est de la rhétorique, mais c'était le 22 juillet. Donc entre-temps, je pense que cette rhétorique est en train d'être rétropédalée par Blinken, parce que même si Blinken est un néocons, très agressif sur l'Ukraine, en réalité, là, sa position sur l'Iran est un peu plus complexe. D'ailleurs, en parlant de quoi, on pourrait vraiment, bien sûr, souligner la situation en Ukraine, où là, les Russes progressent absolument massivement, et ce qui explique d'ailleurs que Zelensky se soit déclaré prêt à négocier. Alors, d'après Alexandre Robert de History Legends, une vraie négociation mettrait autour de 9 mois à arriver minimum, parce que l'Ukraine pourrait encore ralentir la progression des Russes. On parle bien de ralentir, là, on parle plus de contre-offensive, on parle plus de réelle capacité à reprendre du territoire, ou à même tenter de reprendre l'initiative. Ça, c'est fini, mais par contre, rendre la progression longue et coûteuse pour les Russes, l'Ukraine le pourrait encore, techniquement. Et ça permettrait de négocier en position de force. Donc, selon Alexandre Robert, l'Ukraine ne serait pas en position, enfin, Zelensky n'abandonnerait pas immédiatement. J'ai entendu d'autres avis qui étaient plus tranchés. Enfin, je vais en profiter dans cet octogone, parce que ça m'a été demandé, de vous parler des Jeux Olympiques, et bien entendu de Iman Khelif, parce que c'est devenu un sujet mondial, c'est devenu vraiment the controverse totale, avec des gens de tous bords qui s'en sont mêlés. Et bon, alors pour moi, c'était, si vous voulez, le sujet à ne pas aborder, puisque je suis italien et algérien. Alors bon, vous avez vraiment, et la seule raison pour laquelle j'ai pas pris le passeport italien, c'est qu'à l'époque, j'aurais été éligible pour la guerre en Irak, et j'étais pas tellement chaud pour ça. Mais pour bien vous donner l'idée, dans la mesure où elle a battu une boxeuse italienne, je préférais ne pas m'exprimer sur le sujet. Vu que ça m'a été demandé et qu'il n'y a pas de tabou sur cette chaîne, bah on va rapidement parler et même clore. Bon, je ferai un petit coup sur le Venezuela derrière quand même, mais disons conclure la partie publique de l'octogone là-dessus, et avec le Venezuela derrière. Alors, beaucoup de choses évidemment fausses ont été dites sur la pauvre Iman Khelif, mais en même temps, je pouvais comprendre les gars qui ont rué dans les brancards, parce qu'ils croyaient qu'elle était transsexuelle. Alors, fallait ne rien connaître à l'histoire algérienne et à la situation actuelle en Algérie pour croire une seule seconde qu'elle pût être transsexuelle. En ce qui me concerne, je suis évidemment totalement contre le fait de faire combattre des hommes transitionner vers la femme en boxe, et ça se fait aux États-Unis, et ça se fait en MMA, et ça se fait dans la natation aussi, puisque vous avez vu ce cas d'une championne de natation aux États-Unis qui avait donc Lia Thomas, si je me trompe pas, qui avait raflé tous les scores, alors que c'était un homme qui était transsexuel femme. Donc ça, je suis complètement contre. Mais c'est évidemment, c'est cette hystérie, parce que vous avez tout un tas d'autres gens qui sont contre, légitimement. Je veux dire, c'est quasiment un meurtre que de prendre un homme né homme avec une ossature d'homme et de la faire frapper si elle s'identifie à une femme, C'est évidemment complètement scandaleux, mais c'est pas du tout le cas pour Iman Khelif, pas du tout. Et un point très important qu'il faut souligner dans toute cette hystérie, c'est qu'elle a été battue. Lia Thomas, ou un homme transitionné vers femme qui fait du MMA, ne sera battu que par un autre homme transitionné vers femme. Mais on le voit, sauf énorme coup de bol, vraiment, elle s'est pas entraînée, bon, ok. Mais en l'occurrence, Iman Khelif, elle est pas du tout invincible en boxe, elle a été battue par des femmes
biologiquement femme, sans... Après, pour la question du dopage, j'en sais rien, je peux pas vous dire si elles étaient pas dopées, mais en tout cas, les femmes qui l'ont battue ne sont pas tombées pour dopage, n'ont pas été contrôlées positives au dopage. Il y a même une des personnes, des boxeuses qui l'a battue, qui lui a apporté son soutien, c'est une Irlandaise. Elle est très musclée, mais elle a un visage très féminin, et c'est une femme biologique. Et donc, on ne peut pas dire que c'était complètement disproportionné et que ça ne laissait aucune chance aux autres boxeuses, parce que c'est faux. Dans la carrière, il suffit d'aller sur BoxRec, vous faites un tour sur BoxRec, c'est la liste des combats des boxeurs, et vous voyez qu'Iman Khelif est une boxeuse amateur comme il y en a partout, quoi, qui a eu des défaites, et qui a subi des défaites de femmes dont on ne se posait pas une seule seconde la question de savoir si elles étaient intersexuelles ou si elles avaient éventuellement un syndrome de Klinefelter, donc XXY, ou juste XY, mais nées femmes avec un appareil reproductif féminin, etc. Alors, en sachant que cette rumeur sur la génétique de Iman Khelif, je n'ai pu la confirmer nulle part. C'est une rumeur qui a été lancée par une association de boxe internationale, qui a été elle-même virée des JO. Ça ne veut pas dire qu'elle est particulièrement plus mauvaise, sachant que le CIO est aussi une organisation extrêmement sulfureuse quand on le connaît bien. Et je vous renvoie au documentaire qu'on a fait avec Romain Molina là-dessus et à son excellent livre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'une part, ce n'est pas du tout une boxeuse trans, en aucun cas, et ça, de mon côté, je serais complètement contre le fait d'avoir des boxeuses trans qui affrontent des femmes nées femmes, parce que là, ça peut les tuer, vous pouvez les paralyser, c'est complètement immoral de faire ça, mais ce n'est pas le cas, de près ou de loin, d'Iman Khelif. Maintenant, la seule question, en effet, c'est sa masse musculaire et son taux de testostérone, mais ça, là, on doit vraiment poser les choses clairement. C'est pas son problème à elle, c'est le problème du CIO. Et elle a fait son travail. Elle a concouru avec les règles qui étaient clairement posées à elle. Aussi bien par le CIO, par ses adversaires qui savaient, ils n'ont pas découvert qu'ils auraient dans le roster cette boxeuse. C'est pas une découverte qu'ils ont faite. Ils n'ont pas demandé de recours au CIO spécifiquement là-dessus. Ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas demandé. Donc on savait que la boxeuse que l'Algérie allait présenter, et qui en plus va lui ramener sa première médaille de ces JO, donc évidemment sujet hautement fucking politique de part et d'autre, ce qui fait que vous avez des gens qui sont très intéressés à démonter Iman Khelif, et de l'autre des gens qui sont très intéressés à la soutenir quoi qu'il arrive. Très très dur d'être neutre dans ce sujet. D'ailleurs, vous retrouvez avec un clivage total, qui a même clivé des gens qui étaient dans le même camp pendant le Covid et qui se sont entretués verbalement, bien sûr, sur ce sujet par la suite. Pourquoi ? Parce que, épidermiquement, la question des boxeurs trans fait réagir les gens au quart de tour, et donc après, ils veulent pas admettre qu'ils se sont gourés, et que Iman Khelif n'a jamais, de près ou de loin, été trans, et qu'elle avait, sur le plan moral et sur le plan légal, tous les droits de concourir et de représenter son pays. Je comprends qu'on puisse poser cette question, de dire à partir de quel moment vous avez ce qu'on peut appeler un genetic freak. Et ça se pose en boxe aussi, parce que vous avez eu des genetic freaks en boxe, ou aussi bien pour des sports très dangereux, mais chorégraphiés comme le catch, où là vous aviez André le Géant qui était un genetic freak. Enfin, il suffisait de voir les mensurations de ce mec. Le gars était extraordinaire, mais c'était un combat chorégraphié. Donc on pouvait décider qui gagnait ou qui perdait, même si le catch est extrêmement dangereux et extrêmement athlétique. C'est un vrai sport, parce que y a une façon de se tuer, une raison de se tuer à chaque prise, si jamais elle est mal exécutée. Eh bien, dans le cas d'Iman Khelif, elle a fait son travail. Maintenant, je comprends que le débat puisse exister sur à quel moment on considère que quelqu'un est génétiquement avantagé au-delà du raisonnable. Ce débat, je considère qu'il a le droit d'exister, qu'il doit être porté par toutes les autorités qui veulent le porter, mais ad hominem, sur une jeune femme qui a pas du tout l'entraînement médiatique et qui mérite pas du tout le shitstorm qu'elle s'est pris, c'est pas elle qu'il faut cibler. Elle a d'abord montré qu'elle n'était pas invincible, puisque dans sa carrière de boxe, elle s'est faite battre plusieurs fois par des femmes dont on n'a jamais discuté d'un avantage génétique excessif. Ce sont des femmes boxeuses qui l'ont battue plusieurs fois. Elle est une boxeuse amateur.
Elle n'est pas dans le monde professionnel de la boxe encore, puisqu'elle est aux Jeux Olympiques. Faut pas oublier ça. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas le point culminant de la boxe. Donc je peux pas du tout vous dire si Iman Khelif a un avenir dans la boxe professionnelle féminine. Où là, justement, les boxeurs trans sont super avantagés, d'où l'interdiction totale, selon moi, dont on devrait les frapper. Mais encore une fois, Iman Khelif n'est pas trans. Cependant donc, si elle bénéficiait vraiment d'un avantage génétique, ça se verrait ensuite dans le monde professionnel. Je vais peut-être même vous dire mieux, elle serait rentrée dans le monde professionnel directement, ce qu'elle n'a pas fait, pour tout un tas de raisons. Donc voilà mon analyse sur ce sujet, qui montre bien qu'il y a aujourd'hui un opasaran épidermique sur la question peut-on, oui ou non, mettre des femmes nées femmes face, dans le MMA par exemple, à des hommes qui ont transitionné vers le sexe féminin ou en natation. Et selon moi, mon opinion est clairement non, c'est un désavantage. Maintenant, qu'il y ait des génétiques freaks ou des gens qui soient avantagés génétiquement dans la boxe féminine, c'est pas nouveau. Dans la boxe masculine, vous en aviez aussi. Bien sûr, Mohamed Ali avait une vitesse qui était surhumaine. Il était même plus rapide qu'un boxeur poids moyen. Il était plus rapide que Sugar Ray Robinson. Ça, d'un point de vue génétique, c'est exceptionnel. À l'époque, personne lui a dit que c'était injuste. On avait Georges Chuvalo qui avait littéralement un casque. Le mec n'a jamais été mis KO de sa vie parce qu'il a été mis KO technique, mais pas knocked out, parce que le mec avait un crâne qui lui permettait de prendre limite des coups de batte de baseball. Pareil pour Marvin Hagler, qui avait un casque, vraiment sa génétique, son crâne, c'était quasiment un casque de moto. Et vraiment, vous le voyez quand vous voyez son crâne, la forme de casque de moto qu'il avait, le type aurait pu résister à un crash test. Personne lui a dit c'est un génétique freak, il devrait pas concourir. Je comprends que la question soit posée pour Iman Khelif, parce que la question est légitime, cependant, c'est pas à l'athlète de la subir. Si des gens veulent la poser, ils doivent aller au Comité international olympique ou aux fédérations de boxe, la poser à un niveau plus large, mais mettre tout ça sur le dos d'une seule athlète, c'est quelque chose que je trouve plutôt lâche. Maintenant, je dois reconnaître que, étant algérien, j'ai forcément un conflit d'intérêts et j'ai forcément du mal à être neutre sur cette question. Donc j'ai essayé de l'être au maximum. Faites-vous votre propre opinion, mais les faits, c'est qu'elle est évidemment pas trans et que même sur la question XY ou XX, qui a fait évidemment le tour des réseaux et qui a fait qu'une des boxeuses qu'elle a battue a fait un symbole X comme ça, je n'ai pu trouver aucune preuve de ça. Cependant, rien n'empêche les fédérations des différents pays d'exiger du CIO qui fasse des tests génétiques et un cariotype pour les prochaines épreuves. Auquel cas on le saura vraiment ou pas. Mais en tout cas, c'est pas à la boxeuse d'en subir les conséquences. Et je suis même pas sûr, à l'heure où j'enregistre, qu'elle va gagner la médaille d'or. C'est encore un sujet. Parce que, encore une fois, pour moi, le point le plus important, c'est qu'elle a été battue de nombreuses fois. Donc dire par des femmes dont on n'a jamais remis en cause la féminité. Donc dire que c'est impossible de la battre à cause de ça, me semble complètement faux. Voilà pour cette partie-là à traiter. Et donc, ça m'a été demandé, donc je le fais. Allez, dernière dépêche. Donc, Maduro réélu au Venezuela. Les États-Unis remettent en cause les résultats. Alors là aussi, très dur d'être neutre. Oui, le Venezuela fait partie d'un axe pro-BRICS, veut rentrer dans les BRICS d'ailleurs, a annoncé qu'il voulait mettre ses réserves pétrolières qui sont colossales, mais du pétrole de mauvaise qualité, qui est heavy et sour, contrairement au light sweet d'Arabie Saoudite. Et donc, oui, le Venezuela, je vais être cash avec vous, je suis ravi que le Venezuela soit dans le camp de la Russie et s'oppose à l'impérialisme américain, mais pour moi, c'est quasiment sûr que Maduro a triché. Ça m'empêche pas une seule seconde de vous dire que j'ai l'intime conviction qu'il a dû tricher pour ces élections. Ça signifie pas que l'extrême droite n'a pas tenté le coup comme ils le font à chaque fois et que l'extrême droite, évidemment, au Venezuela est financée par les États-Unis. Mais il y a une réalité, c'est que le Venezuela est extrêmement mal géré. Et ça, même si vous voulez, si vous avez un point de vue, évidemment, totalement pro-Maduro ou pro-Venezuela, anti-impérialiste. Et vous avez le droit. Mais dans ce cas-là, vous devriez vous dire et arriver à la conclusion que c'est encore plus grave de mal gérer son pays quand on veut être un résistant.
On parlait de l'Iran tout à l'heure, ou de la Russie. Pour essayer d'être plus neutre, parlons du cas de la Russie. Quand il y a des sanctions économiques contre la Russie a été parfaitement gérée pour les contrer et y survivre. Et Vladimir Poutine avait mis en œuvre un plan extrêmement rigoureux de professionnels parce qu'il savait très bien le niveau de pression qu'il allait subir. Je peux vous confirmer que ça n'a pas du tout été le cas sous Chavez et sous Maduro. La gestion des actifs pétroliers vénézuéliens est objectivement une catastrophe. Ils n'ont pas du tout réinvesti dans le raffinage. Ils ont laissé leur appareil productif tomber en déshérence. Alors vous allez dire, oui, mais il y avait les sanctions. Ok, mais les Iraniens, sous sanctions, ont développé une des meilleures industries aérospatiales de la région. Sous sanctions, ont développé des pipelines et des gazoducs avec les Russes et les meilleurs drones et des missiles hypersoniques et de nouveaux systèmes antiaériens. Les Russes, le pays le plus sanctionné au monde, loin devant la Corée du Nord, sous sanctions, est en train de développer un avion de chasse de nouvelle génération qui s'appelle le MiG-41 et qui sera une dinguerie qui pourrait aller jusque dans l'espace. Donc, ce n'est pas une excuse. Si votre opinion, c'est de dire je suis dans le camp anti-impérialiste et je soutiens donc, quoi qu'il arrive, Maduro et Chavez, Maduro comme héritier de Chavez. Et donc, pour moi, c'est un coup d'État de l'extrême droite financé par la CIA, soutenu par la CIA. Vous pouvez bien entendu être sûr que la CIA est impliquée, ça va de soi. Mais Maduro, même si vous avez ce point de vue-là, je veux dire, vous devez voir en face le fait que Maduro a une lourde responsabilité dans les faiblesses économiques qu'il a créées dans son propre pays, dans un pays qui possède des réserves pétrolières colossales, qu'il aurait pu infiniment mieux gérer, son économie aussi, et la preuve, c'est l'Iran. L'Iran qui est beaucoup plus sous pression, et la Russie bien sûr. Donc ce n'est pas une excuse. Si on veut être un anti-impérialiste d'élite, on agit en conséquence, et Maduro n'a pas du tout agi en conséquence. Et son État aujourd'hui est dans une situation de fragilité gravissime, spécifiquement à cause de ça. Alors, à l'heure où je parle, le pouvoir en place a repris la situation en main, c'est passé à un cheveu, et Maduro a enfin compris, parce que le Venezuela, c'est vraiment un cas d'école, c'est un gâchis total, c'est un pays qui était dans les 4 plus riches au monde à une époque, qui aurait pu vraiment être le Dubaï de l'Amérique latine, qui pouvait être richissime, bien plus riche que le Panama, et bien plus riche que le Chili aujourd'hui, mais qui a été, il faut le reconnaître, très mal géré, avec une corruption systémique, avec des décisions mais complètement stupides, en particulier en ce qui concerne le réinvestissement dans l'appareil de production, et aujourd'hui il en paye les conséquences. Donc évidemment que les Américains, charognards qu'ils sont, vont s'engouffrer quand ils voient un animal blessé, mais c'est là que je voulais en venir. Maduro porte une responsabilité dans le fait que son État, son pays soit blessé. Alors ça l'a sans doute réveillé, puisque du coup maintenant il dit voilà, on va former avec la Russie une bourse du pétrole, on va mettre notre pétrole à la disposition des BRICS, on va créer un marché avec eux. Et donc les Chinois sont en position aujourd'hui avec la Russie de protéger et de stabiliser le Venezuela. Peut-être que ce dont le Venezuela aurait besoin, ce serait justement d'un système à la chinoise. C'est-à-dire, on dit qu'on est socialiste sur le papier, mais en fait, on s'industrialise à la Deng Xiaoping. Je ne vois que ça qui peut sortir le Venezuela de la situation catastrophique où il est, de son hyperinflation, etc. Et là, encore une fois, que les anti-impérialistes me disent pas oui, mais son inflation, c'est à cause des sanctions et de la CIA. Non, l'Iran a la même chose, la Russie a la même chose, ils font 3,5% de croissance et ils jugulent l'inflation. Donc non, l'inflation au Venezuela, elle est due à la connerie des apparatchiks qui entourent Maduro et qui n'ont aucune vision d'avenir à part, évidemment, le grand Satan américain, mais ça suffit pas, en fait, pour être anti-impérialiste. Et ça, ils auraient dû l'apprendre déjà du Che Guevara. Alors, je lis la dépêche. Nicolas Maduro a quant à lui qualifié sa victoire de triomphe de la paix et de la stabilité. Il a tenté d'assurer aux électeurs que le vote était équitable avec un niveau élevé de confiance, de sécurité et de transparence. Je vous garantis, j'ai des sources sur place, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La Chine, un partenaire commercial majeur du pays sud-américain, a félicité Maduro et le Venezuela pour avoir organisé sans problème leur élection présidentielle. C'est toujours marrant quand la Chine vous remercie, enfin vous félicite d'une organisation d'élection. Je cite, « La Chine est prête à enrichir notre partenariat stratégique à toute épreuve et à mieux profiter au peuple des deux pays. La Chine et le Venezuela sont de bons amis et partenaires qui se soutiennent mutuellement. » Ça, c'est vrai. Le président russe Vladimir Poutine l'a également félicité. Donc, de mon point de vue,
C'est un close call, c'est un réveil, une grosse baffe pour Maduro avec même ce qu'on pourrait appeler une near death experience, une expérience de mort imminente. Donc une énorme baffe pour Maduro qui l'a réveillé et qui va, je l'espère, mettre le Venezuela sur la voie de la prospérité parce que jusque-là, ce n'était pas le cas.